de 100 000 personnes, porte de Pantin, passionnante démonstration de force des partisans de l'enseignement privé. Le conflit des Malouines, un pilote britannique d'hélicoptère porté disparu, la Royal Navy bientôt en vue des côtes, tout le monde s'attend à un débarquement dans les îles les plus à l'est. Bruxelles, enfin, terrible incendie dans un quartier de travailleurs d'origine turque, 13 morts, 8 blessés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Objectif atteint pour les partisans de l'enseignement privé, faire entendre leur voix. Ils avaient organisé aujourd'hui, porte de Pantin à Paris, un rassemblement pour la défense de la liberté de l'enseignement. Alors comme toujours en pareille circonstance, les chiffres des manifestants sont difficiles à cerner avec précision, mais ils étaient une bonne centaine de mille à dire très haut et assez fort qu'ils ne veulent pas voir remise en question ce qu'ils considèrent comme une liberté fondamentale. Dominique Lauré. 100 000 participants, c'était l'objectif des organisateurs de ce rassemblement. Objectif incontestablement atteint, car il y avait ici, cet après-midi, à la porte de Pantin, beaucoup de monde. Une partie de la foule d'ailleurs, faute de place, n'a pu pénétrer dans les 4 chapiteaux archi-cons. L'enseignement libre nous donne beaucoup plus de satisfaction que l'enseignement public. Et pas pour des raisons professionnelles? Pour des raisons professionnelles, en partie, mais également parce que l'enseignement public est devenu le grand foutoir. Il faut nous laisser choisir. Or, si les écoles libres ne reçoivent plus de subventions, le choix n'existe plus. Je crois qu'il y a des tas de gens ici qui n'ont pas la foi et qui viennent défiler parce que ça fait vraiment partie d'un droit tout à fait strict des parents d'élever leurs enfants dans l'établissement qu'ils ont choisi. Ni croisade, ni provocation, disait-on ici. Il reste que les responsables de l'enseignement catholique ont très vite partagé la vedette avec les leaders politiques de l'opposition. Bernard Ponce et Jacques Toubon à la tête d'une délégation RPR, Jean Le Canuet et Jean-Claude Gaudin pour l'UDF, et Madame Giscard d'Estaing, particulièrement acclamée. Si demain, il y avait des atteintes directes ou indirectes qui seraient portées contre la liberté de l'enseignement, le Rassemblement pour la République se mobiliserait et serait au premier rang pour mener ce combat. La liberté de l'enseignement est une liberté fondamentale. Aucun gouvernement ne peut la remettre en cause. Vous ne pouvez pas, personne ne peut empêcher de laisser le choix aux parents de choisir l'école de leurs enfants. Temps fort de ce rassemblement, l'intervention de Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris. Un discours marqué par sa modération. Un appel à dépasser les querelles électorales, bref, un appel à la réconciliation. Certes, un tel problème, celui de l'éducation de notre jeunesse, touche au plus vif la nation. Il est donc, au sens le plus noble, un enjeu politique. Vouloir le soustraire au débat électoral, ce n'est pas lui dénier ce caractère politique, c'est lui donner au contraire sa plus grande et sa plus noble chance. Car il s'agit là, en l'occurrence, de restituer à la nation, dans sa diversité, un bien fondamental, son bien le plus précieux, sa propre jeunesse, à l'égard de laquelle il ne peut y avoir ni vainqueur ni vaincu. Au bout du compte, ce rassemblement qui fut une démonstration de force des partisans de l'enseignement privé fut également, au-delà peut-être du souhait des organisateurs et de Monseigneur Lustiger, le premier grand meeting antigouvernemental depuis le 10 mai. Demain, la journée nationale de la déportation. 40 ans après le départ des premiers juifs français pour les camps, François Mitterrand a inauguré aujourd'hui une exposition destinée à commémorer le souvenir des déportés dans les camps de concentration nazis. Des documents, des photos, des films, des maquettes évoquant sur l'esplanade du Trocadéro les rafles, les trains de la mort, les chambres à gaz, les expérimentations médicales. Il s'agit bien évidemment de sensibiliser un public qui n'a pas connu cette période. Chacun a cité cette phrase d'Albert Camus: qui répondrait en ce monde à la terrible obstination du crime, si ce n'est l'obstination du témoignage.
Autre commémoration, celle du 67e anniversaire du génocide arménien de 1915. Gaston Defferre a dit tout à l'heure à la communauté arménienne que sa cause a été entendue, mais qu'elle ne pourrait l'être qu'à travers le calme, la paix et la dignité. Tout à l'heure, plusieurs centaines d'Arméniens ont commencé à manifester. Tout à l'heure, à Paris, place de l'Étoile. Politique, une mise au point de Pierre Joxe, qui n'authentifie pas l'interview accordée au Figaro Magazine, dans laquelle il critiquait le Premier ministre. Il a bien reçu une journaliste de cet hebdomadaire, mais n'a pas relu, dit-il, le texte de ses propos. Et puis, ce jugement de Michel Rocard dans France Soir sur le différend Defferre-Badinter. En termes gouvernementaux, il a été vite et bien réglé, a dit Michel Rocard, mais le problème de société demeure, car il reflète le débat interne à chaque Français. À l'étranger, tout d'abord, la situation au Malouine. La flotte britannique va en effet bientôt arriver en vue des côtes. Une flotte qui vient de compter sa première victime, un pilote d'hélicoptère porté disparu après que son appareil se fût abîmé en mer. Reste maintenant à savoir si les Britanniques vont bien, comme on a pu le dire, débarquer en Géorgie du Sud, à plus de 1000 km de la capitale des Malouines. Maurice Werther. Du côté argentin, on a préparé la résistance à un éventuel débarquement britannique en renforçant les défenses terrestres des Malouines et aussi de la Géorgie du Sud, à 800 nautiques à l'est, où la marine britannique, arrivée après un interminable périple, pourrait essayer de prendre pied pour lancer de là un assaut vers les Falklands. Outre ces navires de surface impressionnants mais un peu dépassés, la Royal Navy possède un atout maître, ses sous-marins nucléaires d'attaque, dernier cri de la technique, dotés de torpilles qui vont chercher l'objectif préalablement repéré et identifié uniquement par le son. Donc, le premier lieu d'affrontement pourrait être ces îles désolées où déjà les premiers froids de l'hiver austral qui approche recouvrent le paysage d'un manteau de glace. Le général Galtieri, chef de l'État argentin, a visité le front des troupes aux Malouines. Il a fait ses adieux aux soldats qui restent pour défendre éventuellement le terrain dont ils se sont emparés. Rentrant vers Buenos Aires, le général assure qu'il garde l'espoir d'éviter le choc des armes tant que les voies diplomatiques resteront ouvertes. Rentrant à Londres, après quelques heures à Washington, devenu le temple de la médiation par les efforts de M. Haig, le ministre britannique des Affaires étrangères, M. Pym, vient rendre compte au Premier ministre, Mme Thatcher. Devant la télévision américaine, il avait dit que si tous les efforts diplomatiques devaient échouer, il faudrait, en fin de compte, recourir à la force des armes. Sinon, dit M. Pym, la peur de l'agression se répandrait dans le monde. Ici, dit le ministre anglais, il faut faire respecter la décision des Nations Unies qui ordonne aux Argentins de quitter les Falklands. Ce soir encore, à l'étranger, Israël, la Pologne et le Canada. Tout d'abord avec Maurice Werther, les dernières heures du Sinaï israélien. Dans Yamit, évacué à l'exception jusqu'à ce soir d'une synagogue, 70 explosions ont achevé hier soir le travail de ratissage des bulldozers. La restitution demain du Sinaï à l'Égypte mettra fin à 15 ans d'occupation israélienne. Démenti implicite pour l'ambassadeur de Pologne en Suède hier. Il annonçait la prochaine libération de milliers d'internés politiques. Aujourd'hui, un porte-parole du gouvernement polonais affirme que les propos de l'ambassadeur n'engageaient que lui-même. And what might be maybe interesting to you that it will also include well-known leaders. Relancer les relations franco-canadiennes sans raviver les querelles entre le Québec et le gouvernement fédéral. Après des entretiens politiques à Ottawa et économiques à Toronto, Pierre Mauroy a rencontré aujourd'hui les francophones de l'Ontario. Demain, le Premier ministre est attendu au Québec. Il faut ajouter à cela les mesures de précaution prises dans les ambassades françaises à la suite de la multiplication des attentats et des menaces ces dernières semaines. La plus protégée est peut-être, vous le voyez, celle de Beyrouth. C'est là, souvenez-vous, qu'il y a 6 mois fut assassiné l'ambassadeur de France, Louis Delamarre. Et au surlendemain du drame de la rue Marbeuf, les policiers sont sur les dents. D'ailleurs, une bombe a explosé tout à l'heure à la porte des bureaux de l'agence France Presse à 7h30 à Beyrouth. Il n'y a aucune victime et les dégâts sont importants.
Ce drame de la rue Marbeuf en France continue à provoquer un certain nombre de réactions politiques. Le CNI a demandé la démission de Gaston Defferre. Pour le centriste Bernard Stasi, il ne faut pas aller jusqu'à accuser le gouvernement d'être responsable de cette situation. Il faut simplement qu'il prenne conscience de la gravité de la chose et prenne les mesures nécessaires. Pour Michel Poniatowski, qu'il dit sans embâche dans les dernières nouvelles d'Alsace, il ne faut pas arrêter Carlos, il faut liquider. Enfin, le ministère de l'Intérieur a formellement démenti les informations de l'hebdomadaire Minute qui laissaient entendre que ses services avaient été au courant de ce qui se prévoyait contre le journal Al-Watan Al-Arabi. Sur le plan pratique maintenant, Dominique Thiers poursuit son enquête sur l'indemnisation des victimes. La rue Marbeuf ressemble depuis 24 heures à un grand chantier où menuisier et verrier s'affairent sans que les sinistrés sachent exactement par qui et comment seront pris en charge les dommages provoqués par l'attentat. L'État se doit d'assurer la sécurité des personnes et des biens, mais la procédure d'indemnisation risque d'être longue, d'où la nécessité de passer par un tiers qui ne peut être que la compagnie d'assurance. Les compagnies d'assurance sont très bien placées, d'une part pour apprécier des dommages, les évaluer, savoir combien doit être réglé pour indemniser légitimement les victimes de ces attentats. Les compagnies d'assurance feront l'avance des fonds et l'État remboursera ensuite. Mais pour ce faire, évidemment, il est indispensable que l'État négocie avec les compagnies d'assurance ce type d'indemnisation. Ça ne peut pas être imposé ni par la victime ni par quiconque aux compagnies d'assurance, mais cela peut être négocié et négocié avec force par l'État afin de régler un problème qui est indispensable, c'est-à-dire une indemnisation très très rapide. À la mairie de Paris, c'est, dit-on, le dispositif Copernic qui a été mis en place. Une permanence dans la mairie du 8e arrondissement accueillera à partir de lundi les sinistrés afin que des dossiers soient constitués. Ils doivent comprendre le rapport de police ou un constat d'huissier. La mairie transmettra alors ces dossiers à la préfecture de police qui les étudiera cas par cas. Mais aucune indemnisation ne se fera automatiquement et chaque sinistré devra prendre en main la défense de ses intérêts. Première journée des États généraux sur le travail des femmes aujourd'hui à la Sorbonne, en présence du ministre Yvette Roudy et d'une forte participation féminine. On y a parlé du droit à l'emploi, de discrimination sexiste, mais aussi d'un problème rarement évoqué au grand jour, le droit de cuissage au sein de certaines entreprises. Un problème sur lequel Corinne Pertu a voulu enquêter. Sans réellement parler de droit de cuissage, elle a découvert des cas de chantage à caractère, disons, sexuel. Le Traforum des jeunes dirigeants d'entreprise a reçu hier une étrange visite. Des femmes venaient manifester, des femmes en grève pour leur dignité. C'est des filles qui sont coincées dans les réserves et qui se font plotter les seins. Et les propositions pour monter de grade aussi, voilà, sans cesse. Les propositions malhonnêtes, voilà. Je te plotte ou je couche avec toi. Et on monte de grade. Voilà, c'est ça. Si tu as envie de monter de grade, bon, tu sais ce qu'il reste à faire, tu viens au restaurant avec moi et puis après, bon, puis voilà. Ça fait longtemps que ça dure? Bon, bah, depuis qu'il y a le nouveau directeur, ça fait maintenant 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois même. Droit de cuissage en 1982, ça fait sourire. Quand les femmes parlent de ça, qu'elles soient employées à Cachan ou ailleurs, on ne les écoute pas, on fait des remarques, souvent désobligeantes, sur leur beauté, sur leur capacité à séduire, et souvent même sur ce sujet, ce sont encore les hommes qui confisquent la parole. Et ça, c'est des pratiques qui sont encore assez courantes. Et ça, c'est des pratiques qu'il faut qu'ils cessent le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons dire tous ces Pourtant, il y a 3 semaines, les 45 vendeuses du supermarché Radar de Cachan déclenchaient une grève. Le sous-directeur, qui leur faisait régulièrement des propositions malhonnêtes, avait eu cette fois-ci des gestes précis à l'égard d'une employée. Elles occupent depuis lors le magasin dans une odeur nauséabonde, car toutes les denrées sont restées sur place. On va faire les courses ailleurs, on mange et puis on dort. Toutes là? Toutes, sans exception. On fait ça par roulement pour qu'on puisse quand même vivre un petit peu au dehors. Quand même une famille. Est-ce que vous demandez la démission du directeur et du sous-directeur? La démission, la mutation. Si on arrive à le faire muter, il aura peut-être compris, il va peut-être quand même plus s'y frotter. Hein. Je dément formellement les positions prises par les grévistes qui ne correspondent nullement à la réputation de mes collaborateurs que nous connaissons depuis longtemps. C'est-à-dire que vous niez que le directeur et le sous-directeur exercent certaines pressions sexuelles sur les femmes employées dans ce magasin? Totalement. Une réunion de conciliation a lieu lundi prochain, mais cette lutte pour la dignité risque d'être vite dépassée.
Les magasins radars vont être rachetés par une grande société qui viserait à l'implantation d'hypermarchés et qui devrait pour cela licencier. Corinne Pertuis évoquait le train forum du CJD, le centre des jeunes dirigeants d'entreprise qui entendent ainsi parcourir la France pendant 15 jours et qui s'est doté d'un nouveau président, Philippe Nocturne. Flins, reprise des discussions demain, toute la journée, direction et syndicats ont négocié aujourd'hui. Chaud, nouveaux incidents entre CRS et manifestants antinucléaires. Vers 18h, les écologistes étaient repartis vers la Belgique, toute proche. De sources officielles, on faisait savoir que les échauffourées n'avaient fait aucun blessé. Belgique encore, avec ce tragique incendie dans un quartier de travailleurs immigrés turcs à Bruxelles. 13 morts et 8 blessés. François Cornet. Ce matin, dans le centre de Bruxelles, un vieil immeuble de briques et de bois, ravagé par un incendie, s'est en partie effondré. Sous les décombres, 13 personnes de nationalité turque ont trouvé la mort. Une fuite de gaz ou l'explosion d'un téléviseur serait à l'origine du sinistre qui s'est déclaré vers 5 heures la nuit dernière alors qu'une trentaine d'immigrés occupaient les 4 étages de l'édifice. Plusieurs victimes se trouvent encore sous l'amas de pierres et ce soir les sauveteurs n'ont aucun espoir de retrouver des survivants. Peu après le début de l'incendie, une jeune femme s'est tuée en se jetant par une fenêtre du 3e étage avec son enfant dans les bras pour tenter d'échapper aux flammes. 8 autres personnes ont été hospitalisées, dont 4 grièvement blessées. La révolte des matons, pouvait-on lire au début du mois dans tous les journaux. Le 6 avril, en effet, pour la première fois depuis très longtemps, les 4 principaux syndicats du personnel pénitentiaire décidaient de faire cause commune pour passer à l'attaque. Hier, ils se présentaient au suffrage des gardiens de prison pour les élections professionnelles. Ils trouvent en effet qu'on parle trop des détenus, qui sont 32 000 à peu près, et pas assez des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, 12 000. Eh bien, Dominique Torres et Patrick Reslob ont voulu mieux connaître la vie d'un gardien de prison. Tenir les autres en cage, un métier décrié, souvent méprisé, en tout cas mal connu. Jean-Claude Thiriot connaît bien le monde carcéral, puisque chez lui, on est surveillant de prison, de père en fils. Changement de décor et de tenue. Après le travail, Jean-Claude Thiriot s'amuse avec ses enfants, comme tous les pères du monde. À tort ou à raison, jamais les gardiens de prison n'ont eu autant l'impression d'être les mal-aimés de la société. Nous sommes les méchants, voilà, les méchants, le mot méchant. On est au même titre qu'un CRS. Cette casquette et cette étoile, nous la portons lourdement. Disons que... et la société entière, c'est un monde fermé que personne ne connaît, ou pratiquement personne. Et lorsque l'on dit dans la rue « je suis gardien de prison », la chair de poule se dresse. Dit prison, on voit les chaînes. Il y a encore des gens qui pensent que les prisonniers sont habillés en tenue rayée. C'est exact. Votre père est donc gardien de prison, votre frère aussi. Est-ce que vous concevez le métier de la même manière, tous les trois? Le père, disons, des temps très durs, avec une population pénale très dure, mais respectable. Un milieu, le milieu. Mais des méthodes plus dures aussi? Mais des méthodes très dures, très disciplinaires. Vraiment pas Cayenne parce qu'on exagérerait, mais disons Clairvaux très dur. Quel détenu ne pourrait pas se jurer de l'avoir passé à Clairvaux et de s'en souvenir toute sa vie? Alors maintenant, mon frère, la même prison, la même centrale, avec des temps quand même beaucoup plus souples. 30 ans après. 30 ans. D'autres détenus, une autre mentalité, une population beaucoup plus jeune, qui veulent se croire aussi durs que les autres, mais qui ne sont plus les mêmes. Et puis, la mienne. La mienne, disons, je suis en maison d'arrêt. Alors en maison d'arrêt, c'est plus petit, le va-et-vient, les entrées, les sorties. Disons que c'est une population au jour le jour, que je rencontre dans la rue tous les jours. À taille humaine. Voilà, à l'échelle, non, à mon échelle. Disons que ce sont des gens que je retrouve... aujourd'hui, je les vois en prison, demain, je peux très bien les voir sur la place de la cathédrale. Et écoutez, vous savez, pour qu'on puisse la ramener dans la voiture et là... Oui, j'en prends une et puis chacun mange un petit bout, puis moi avec. Hein? Allez. Prends un bout. Allez. Les anciens prisonniers reconnaissent jamais votre mari? Oh si, justement. Il n'y a pas longtemps, il y en a 3 petits jeunes qui ont reconnu mon mari, qui avait été justement en prison avec lui. Et puis, ils ont commencé à l'embêter, quoi, lui
pas l'injurier, mais enfin vraiment chercher les... Qu'est-ce qu'il lui disait? Eh bien, sale maton, maintenant que t'es dehors, on te reconnaît, on se retrouve, sort dehors, si t'es un homme, n'aie pas peur, enfin bref. Puis j'ai pris peur, moi, alors je me suis échappée et puis j'ai appelé les gendarmes. J'ai vraiment eu trop peur. Est-ce qu'on peut devenir ami avec un prisonnier? Non. Le mot ami, disons que le mot ami ne peut pas... Un ami, c'est un ami. On peut avoir des affinités. C'est une question de sécurité, c'est une question de petites barrières qui existent quand même entre la population pénale et le gardien. Et puis il y a 4 de trop. Mais sinon, t'as tout plié? Oui. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est très bien dire. Finalement, vous aviez un métier avant, vous étiez mécanicien, et vous avez voulu revenir à ce métier-là, qui était celui de votre père. Quelles sont les raisons? Ces raisons, disons que je suis assez... Enfin, dans la famille, nous sommes assez militaristes, et les carrières disciplinées, justes et droites, enfin, disons que dans la famille, nous les préférons à d'autres fonctions. Un état d'esprit qui risque de souffrir des réformes annoncées. 3 mois de formation, une mentalité militaire, cela ne suffit peut-être plus pour pratiquer un métier qui comporte tant de pouvoir sur les autres. Le tribunal de Paris ordonne à Paris Match le retrait des photos d'une détenue, membre présumé du mouvement Action Directe, Joël Aubron. On l'y présentait nue, l'hebdomadaire à 48 heures pour obtempérer. Sport, à commencer par l'automobile avec demain le Grand Prix d'Imola, un Grand Prix mutilé puisqu'il se résumera à un duel franco-italien et plus précisément Renault-Ferrari. En tête, à l'issue des essais, le Français Patrick Arnoux. Lionel Chamoulot. Arnoux en pole position, Prost à ses côtés, Villeneuve et Pironi en deuxième ligne. 2 Renault devant 2 Ferrari, 4 turbos et les autres loin derrière. La physionomie du Grand Prix de Saint-Marin risque de ne pas offrir beaucoup de suspense si l'on s'en tient au bilan chiffré des essais. Mais à Imola, le ton monte et il est beaucoup moins question de la course que des événements qui secouent la Formule 1 et qui risquent de la détruire. Car suite aux différends qui opposent les constructeurs regroupés au sein de la FOCA d'Eccleston et les grands constructeurs tels le Renault, 14 voitures seulement seront présentes demain au départ. Dans ces conditions, les Renault Turbo se présentent comme les grandes favorites de ce Grand Prix tronqué, une occasion pour Prost en tout cas de creuser l'écart en tête du championnat du monde. Arnoux qui s'appelle bien René, non Patrick. La mort de l'un de nos confrères, Loïs Vanley, qui fut pendant longtemps chef du service des sports à la télévision et commentateur passionné des disciplines qu'il avait à rendre compte, dont il avait à rendre compte dans le journal télévisé. Il avait 77 ans. Avec vous, Pierrette Bresse, maintenant, le tiercé de demain, ça se passe où d'abord? Eh bien, à Longchamp, et dans ce tiercé de Longchamp, le prix des épinettes, eh bien, les 19 poulains et pouliches engagés dans cette épreuve sont très jeunes, puisqu'ils n'ont que 3 ans, mais ne manquent ni de qualité ni d'expérience dans les bons handicaps comme celui-ci. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, se sont déjà affrontés dans le prix du Bel Air en récent tiercé. Demain sera pour eux l'occasion d'une revanche, certainement. Surtout pour Palissatin, d'ailleurs, que vous voyez galoper, que vous allez voir galoper maintenant, aux côtés de l'Essaïs, le cheval gris que je monte au cours de ce travail. Palissatin n'avait pas eu une course heureuse dans le prix du Bel Air, mais au cours de ce galop, justement, où il se montra très allant, je peux vous affirmer qu'il est en mesure de se rattraper demain. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit galop que nous venons de monter avec Palissatin et l'Essaïs? Je pense qu'ils sont bien tous les deux. Palissatin est un cheval qui est assez rapide, alors comme on vient de faire 700 mètres, et qu'il est bien en plus, ça lui a ouvert les poumons. Je crois qu'il sera bien pour dimanche. Qu'est-ce qu'il a fait là dernièrement, sur sa dernière course, qu'est-ce qu'on peut dire? Sa dernière course, il n'a pas été tellement heureux parce que il avait le vent à l'extérieur. Alors il a attendu un peu, puis quand il est venu en dehors et il n'a pas pu rattraper les autres. Sinon la distance, le poids, ça lui convient? Je crois que ça va l'avantager parce que l'autre jour c'était 1850 mètres et que dimanche c'est 2002. Grande piste, il descend bien. S'il tire un bon numéro, je crois qu'il peut le faire. Oui, Palissatin, effectivement. Il faudra compter avec lui. Et puis, dans ce pronostic que je vous propose maintenant, Brightson, le numéro 8, sera mon favori. Suivi de Luzardo, un cheval qui possède des performances très régulières. Carlton a une revanche à prendre sur sa dernière course où il fut malchanceux. Ensuite, Premier Concert, le numéro 2. Lumineux, le numéro 3. Et en conclusion, Rosier Roy, Angelo Santo et Draven Tutors. Je vous rappelle leur numéro, 8, 4, 6, 2, 3, 11, 16 et 13. Voilà, c'est la Bresse qui ne monte aucun de ses chevaux. Avec Alain Gillot-Pétret, maintenant, la météo pour demain. Eh bien, toujours du soleil. Comment? Du soleil, toujours?
Oui, du soleil toujours globalement, mais il fera beau, mais frais, vous l'avez tous constaté. Il faisait même un peu plus frais que prévu. Enfin, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas trompé. Pour demain, donc, globalement, beaucoup de soleil, avec quand même quelques passages nuageux sur presque toute la France, sauf sur la Méditerranée, où là, il y aura beaucoup de nuages, accompagnés de pluie, d'orage, de neige sur les versants sud des Alpes du Sud et des vents de nord-est assez forts venus du golfe de Gênes. Dans l'après-midi, ça devrait s'améliorer, alors je mets un peu de soleil. Enfin, globalement, c'est quand même plutôt du beau temps. L'anticyclone est toujours là, mais il fait frais. Et voici les températures prévues pour demain par la météo nationale. C'est froid le matin avec des gelées dans l'intérieur jusqu'à -2. C'est frais ensuite. 15 degrés, ce n'est pas très froid, mais avec du vent, ça fait froid. Enfin, au sud-ouest du pays, 22 degrés, là, avec vent ou sans vent, c'est de toute façon très agréable. Notre agenda pour demain dimanche 25 avril, 3 minutes de soleil en plus, lever 6h43, coucher 20h55, c'est bien entendu le souvenir des déportés, c'est également la fête de Saint-Marc l'évangéliste qui est le patron des bergers. À propos de bergers, allons dans les étoiles, puisqu'on était dans le soleil. Sachez que la plus grosse étoile de la Voie lactée, elle s'appelle Eta Carinae, elle est très jolie, elle va exploser, elle risque d'exploser, elle a brûlé son hydrogène, son hélium, son carbone, elle a grossi, elle fait 95 millions de kilomètres de diamètre, c'est vous dire, quand elle a tout brûlé, paf, ça va sauter, elle va se transformer en supernova et ça va faire une lumière fantastique. Elle va devenir des centaines de millions de fois plus brillante qu'elle n'était auparavant. Quand on va le voir, ça va être superbe. C'est peut-être maintenant, c'est peut-être dans 10 000 ans. On ne sait pas. Voilà, je vous résume très brièvement ce que sont les grands titres de l'actualité d'aujourd'hui. Plus de 100 000 personnes, porte de Pantin, une impressionnante démonstration de force des partisans de l'enseignement privé. Le conflit des Malouines, un pilote britannique a été porté disparu. Le Royal Navy est très bientôt en vue des côtes. Tout le monde s'attend à un débarquement très probable dans les villes les plus à l'est des Falklands, des Malouines. Et puis à Bruxelles, un terrible incendie dans un quartier de travailleurs d'origine turque, 13 morts et 8 blessés. Voilà, tous ces grands titres seront développés à 23h15 par Hervé Claude. À 13h demain, plus exactement 12h45, antenne de midi, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Mais avant de nous quitter, je voudrais vous montrer ce document assez impressionnant que nous a envoyé la télévision australienne. Cela se passe à quelques kilomètres d'Adélaïde, en Australie donc, et cela rappelle, vous allez voir, assez le film d'Hitchcock, Les Oiseaux. Il s'agit d'une ferme qui est envahie par des centaines de milliers d'oiseaux. On parle peut-être même de 2 millions de volatines qui ne veulent absolument pas quitter le bâtiment. On va peut-être être obligé de le détruire.